Forcément, avec la saison 4 qui arrive, beaucoup se rematent l'intégralité de la série en espérant une annonce nous offrant la date de la sortie de cette tant attendue fin des aventures de la confrérie du tofu. Toutefois, pas mal de mystères restent encore en suspens, et c'est justement ce que je vous propose d'explorer ensemble dans cette vidéo. Mais avant de commencer, il est toujours bon de vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par Wakfu, alors n'hésitez plus et foncez en description pour télécharger le jeu et nous rejoindre sur Discord pour jouer ensemble. Et bien entendu, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à me suivre et ainsi avoir la chaîne numéro 1 sur l'univers du Crossmos dans votre fil d'actualité. Allez, ceci dit, il est temps de plonger ensemble dans cette vidéo. Voici les 5 plus grands mystères de la série. Evangeline est sûrement la personnalité féminine ayant le plus marqué la série. Une femme élégante, qu'on pourrait même qualifier de sexy, qui n'en reste pas moins forte et responsable. Un socle de la confrérie qui a souvent remis les pendules à l'heure pour que nos héros ne s'égarent pas trop. Et surtout actuellement, c'est elle qui démontre le mieux l'amour d'une femme pour son mari et ses enfants. Malheureusement, on a très peu d'éléments concernant son passé. Nous savons qu'elle a enrôlé depuis toute petite comme soldat au service de la matriarche Kra, avec pour rôle celui d'assurer la sécurité de la princesse Amalia. Mais pourquoi avoir chargé d'un si gros fardeau une si petite fille? Qui est réellement Eva? Je peux faire fausse route, mais à mon sens, elle devait jouer un rôle bien plus politique qu'il n'y paraît à la base. Nous pouvons écarter l'idée qu'elle est une ascendance divine car l'auteur estime que ça gâcherait le personnage. Par contre, toujours des dires de Tot, Evangeline sera correctement exploitée dans cette saison 4, avec pour thème important, celui de la responsabilité. De quoi me conforter dans l'idée que sa relation avec Amalia était loin d'être simplement celui d'une garde et sa princesse ayant évolué en une amitié, mais plutôt de nature à faire des rapports détaillés sur Amalia qui s'avère être une Sadida un peu spéciale. Le cas Amalia pour moi c'est la plus grande inconnue depuis la fin de la saison 1, et pourtant elle ne semble pas plus passionnée que ça les foules. Tout d'abord elle perd sa mère à cause d'une mystérieuse maladie très jeune, au point de ne plus se rappeler véritablement qui était sa mère. Une maladie dont on ne sait toujours rien aujourd'hui et qui semble avoir frappé son père en début de saison 3, vu qu'il reste quand même relativement jeune pour mourir de vieillesse. Autre chose, justement en fin de saison 1, nous voyons qu'elle est unique de par son lien avec l'esprit de l'arbre de vie qui est quelque part la représentation même de leur dieu sur le monde des 12. Et si elle était destinée à devenir elle-même un guide spirituel pour son peuple, un rôle allant bien au-delà de celui d'une princesse, justifiant que la garde Kra, conjointement avec les Sadida, se soit concertée sur l'idée de surveiller de très près l'évolution d'Amalia. Et si les maladies ayant touché ses parents pourraient s'éveiller à tout moment chez elle aussi, justement à cause de cette petite particularité, justifiant là aussi la surveillance dont elle fait l'objet. Plein de mystères qui là aussi planent autour de ce personnage qui a longtemps joué la faire-valoir de Hugo dans son développement amoureux. Oui, je sais, le teaser représente des histoires qui peuvent être racontées après la saison 4. Mais tout de même, je sais que vous aussi ça vous a tout autant tracassé que moi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ce royaume Sadida? Plus aucun Sadida ne semble le peupler. Sans parler de cette étendue désertique tout autour du royaume. Est-ce qu'Amalia et le prince Armand auraient échoué à diriger leur peuple à travers ces eaux troubles qui semblent secouer le monde? Quoi qu'il en soit, il semble que ce soit Hugo qui ait décidé de s'emparer des lieux pour y recréer des nouveaux alter-ego de lui-même sur lequel il régnerait cette fois-ci réellement en tant que roi-dieu Héliotrope. Une posture royale sur son trône duquel il dirigerait la construction d'Hyperzap, mais dans quel but? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour changer autant le monde et le royaume Sadida, qui était, je vous le rappelle jusqu'alors, complètement cerné d'eau depuis le dernier chaos d'Ogrest, un royaume qui aurait pu disparaître sans l'intervention de Tristepin qui les a sauvés in extremis. Tant de questions qui là aussi trouveront certainement leur réponse uniquement dans la saison 4 de Wakfu. Autre chose qui me laisse vraiment perplexe, c'est le sort qui a été réservé aux chouchous. Pour rappel, à la fin de la saison 2, Goultard s'était lancé dans la brèche dimensionnelle avant qu'elle se referme pour que Rouchou et lui puissent finir le combat dans la choucroute. Un combat qu'il a gagné au vu de l'état de Rouchou sur lequel il se préla sans sirotant quelques cocktails servis par les chouchous qui résident la choucroute. Seulement, Hugo y a fait écraser le mont Zilith qui était lancé à pleine vitesse, ce qui a certainement causé la destruction de la dimension choucroute. Mais alors qu'adviendra-t-il des chouchous rescapés? Eux aussi vont devoir survivre à de grands changements, et sans aucun doute qu'ils vont élire domicile sur le monde des 12 comme on peut le voir dans le jeu qui représentera l'ère suivante, celui du Wakfu, Waven. Un jeu où les héros du monde des 12, peu importe le dieu qu'ils vénèrent, vont s'allier aux chouchous pour obtenir des pouvoirs supplémentaires. Quelque chose qui semble s'apparenter à la forme que revêtissaient Lely et Flopin dans le trailer, et qui sans nul doute sera détaillé dans la saison 4 de Wakfu.
Et enfin pour finir, sûrement le truc qui me tracasse et qui me hype le plus, où sont passés les dieux? Mais que font-ils? Je ne sais pas si l'histoire du MMO sera gardée comme étant canon à la série, mais dans le jeu nous apprenons que les dieux, suite à leur défaite contre Ogrest, auraient décidé de remettre chacun une partie de leur pouvoir, une partie de eux-mêmes, dans une boîte destinée à un héros qui pourrait lui résoudre le problème Ogrest. Quelque chose qui semble avoir fonctionné car dans le monde que l'on découvre dans la série, la paix et la tranquillité semblent régner. Il faudra attendre très longtemps avant que de nouveau un chaos d'Ogrest sème la pagaille sur le monde, avant cette fois-ci de se taire à jamais grâce à l'intervention de Hugo, Tristepin et Otomaï. Quoi qu'il en soit, une fois ce pouvoir remis, cela créera des grosses instabilités dans le comportement des dieux, amenant pour certains un désintérêt vis-à-vis de leur création, voire pire, des conflits entre certains dieux. Une situation qui expliquerait pourquoi l'Inglorium est déserté, vu que chacun est reclus dans sa propre dimension divine. D'ailleurs, des dires de Thoth, la saison 4 nous fera voyager justement dans d'autres dimensions, ce qui ferait plutôt sens avec ce que je viens de vous expliquer. En tout cas, là aussi le mystère plane, certainement le plus gros mystère sur lequel nous finissons la saison 3, et avec lequel nous débuterons les ultimes épisodes de l'histoire de la confrérie du tofu. Voilà qui conclut cette vidéo sur les 5 plus gros mystères planant sur la série avant la saison 4 de Wakfu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous avez d'autres mystères en tête, là aussi n'hésitez pas à nous les partager aussi dans l'espace commentaire. Allez, il est temps pour moi de rendre le micro, c'était Zaki, pour vous servir, ciao.